20h au Bénin. Bienvenue dans ce journal de la télévision nationale qui reçoit le porte-parole du gouvernement en ce grand jour de négociation salariale avec le chef de l'État. Bonsoir, M. Wilfried Ambédi. Bonsoir, M. Sounouvou. On vous reçoit dans un instant. Voici les titres. Augmentation salariale par palier avec un fort taux pour les petits salaires, les pensions incluses. Voilà les accords clés intervenus entre syndicats et président de la République aujourd'hui. Synthèse éclairage dans un instant. La coordination des régimes de retraite en marche. Les premiers carnets de pension de ce mécanisme viennent d'être délivrés. À suivre les images de la remise officielle. COTEB, enfin le bout du tunnel, le rachat du complexe textile du Bénin par la Sodeco est accueilli comme un soulagement par les anciens agents de cet outil industriel. La COTEB battait de l'aile. À nouveau, bonsoir. Augmentation du point indiciaire, revalorisation salariale par palier avec un fort taux pour les petits salaires, les pensionnaires de retraite inclus. Voilà, entre autres, les conclusions auxquelles ont abouti les négociations salariales de ce 26 avril à la Marina, négociations conduites par le chef de l'État face aux syndicats et au patronat. La synthèse avec Jérôme Humbo et Harold Coutan. Tenant compte de la cherté de la vie, Patrice Talon a annoncé la revalorisation salariale et le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. On prépare à cette rencontre les représentants des centrales syndicales, le patronat, face au chef de l'État et les membres de son gouvernement. Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Ou bien c'est la deuxième priorité et que la première est la revalorisation des salaires des actifs, ceux qui sont aujourd'hui agents publics? À cette question, l'exécutif a souhaité avoir les avis des partenaires avant l'arbitrage. Les salaires qu'on veut augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain, au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement? Pour que si on doit augmenter les hauts salaires, par exemple de 5%, 10%, ou même de 0% pour les très hauts salaires, très peu, que ça nous permette d'augmenter les bas salaires de beaucoup. Les échanges ont été fructueux entre les participants, chacun fidèle à son objectif. Après retrait et consultation, les syndicats ont émis leurs souhaits. Les employeurs acceptent de faire une augmentation du SMIC à 30%, ce qui nous amènerait à 52 000 francs, mais avec une exigence que nous partageons avec eux sur le coût de l'assurance. Parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter. Sur le coût de l'assurance, que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire. Entre autres, 2 niveaux d'augmentation de salaire ont été retenus. L'amélioration du point d'indice pour impacter également les pensionnaires, puis une augmentation différenciée du salaire. Elle sera faite en 4 paliers selon les salaires de 52 000 à 100 000 francs, de 100 001 à 200 000 francs, de 200 001 à 500 000 francs CFA et les plus de 500 000 francs CFA. Cette augmentation annoncée en pleine crise est une première et elle témoigne de la volonté manifeste de Patrice Talon de placer son second mandat sous le signe du hautement social. L'impact de ces revalorisations pourrait être ressenti par chaque travailleur dès le mois de novembre 2022, si tout va bien. On reçoit à présent le porte-parole pour nous faire de la pédagogie sur les points d'accord intervenus et éventuellement sur des points de non-accord. Commençons par les points d'accord.
Alors, monsieur le porte-parole, sauf le SMIG sur lequel on est fixé, qui est passé de 40 000 à 52 000, les négociations n'ont pas véritablement débouché sur des chiffres précis sur le montant ou le taux d'augmentation des salaires. On a plutôt convenu les modalités d'accord pour la revalorisation des salaires par palier. Expliquez-nous pourquoi il a fallu autant de temps, d'abord 6 heures de négociation, mais avant des semaines de préparation, y a-t-il eu un dilemme? Je vous remercie, M. Sounouvou. Sur votre plateau, aujourd'hui, parce que ça n'est plus un secret, je peux vous dire que dans l'esprit du président Patrice Talon et de son gouvernement, quand en décembre, il annonçait la nouvelle de ce que les salaires seraient revalorisés, dans son esprit, il disait, ce qu'il a partagé avec son gouvernement, c'était de faire en sorte qu'au plus tard, à la fin du premier trimestre 2022, cela devienne effectif et qu'au pire, pour compter du mois de mai, avec pour repère le 1er mai, fête du travail, et cela aurait été une très bonne nouvelle pour les travailleurs. Nous étions en décembre. Et fort heureusement, nous n'avions pas, au sortir de ces orientations du chef de l'État, nous n'avons pas été à la face du peuple dire ça prendrait effet pour compter de telle date, de telle échéance. Parce qu'en décembre, quand l'annonce était faite, personne ne prévoyait l'élément modificateur majeur qui interviendrait dans le cours de l'histoire du monde avec ce conflit russo-ukrainien, qui depuis lors a le chic de perturber fondamentalement le monde, de déséquilibrer l'économie du monde, à telle enseigne qu'avec le recul, l'on se dit, quel bista d'avoir pris la précaution de ne pas annoncer l'échéance de prise d'effet de cette augmentation délibérément voulue et annoncée par le chef de l'État. Nous l'aurions fait en décembre, que cet élément perturbateur serait intervenu, qu'on nous prendrait à défaut sur notre annonce et sur les capacités de notre pays à y faire face. Et donc voilà pour ce qui est du contexte qu'il sied de rappeler. Et c'est précisément ce contexte qui fait planer une chape d'incertitude sur le monde qui fonde le fait que votre constat donne à lire qu'en dehors de l'entente majeure sur la revalorisation du SMIC, il n'y ait pas d'annonce. Et pourquoi il ne peut pas y avoir d'annonce à l'étape actuelle chiffrée sur la masse d'argent que l'on mettrait dans la revalorisation des salaires? On a évoqué cette incertitude. Cette incertitude liée à la guerre. Laquelle guerre fait dépenser beaucoup plus les États. Observez que depuis que cette guerre a commencé, nous venons d'annoncer 2 séries de mesures de soutien à la population. D'abord, de façon générale, sur les produits de première nécessité et ensuite sur le secteur agricole en particulier. Cela représente grosso modo 125 milliards de francs CFA à peu près. D'annonces de ressources non prévues en décembre 2021 pour aller dans cette direction-là. Vous voyez ce que ça représente, 120 milliards. S'il n'y avait pas cette conjoncture et que nous avions les 120 milliards à disposition, peut-être que le gouvernement aurait annoncé une revalorisation des salaires qui dépasserait même toutes les attentes des travailleurs eux-mêmes. D'autant plus que le chef d'État s'est montré plus ambitieux que les premières propositions qui ont été faites. Et donc, par précaution, lorsqu'on mène des discussions dans ce contexte fait d'incertitude du lendemain, il ne serait pas responsable d'annoncer des chiffres. Par contre, ce qui est responsable et qui a été aujourd'hui au cœur des échanges, c'est que au moins les parties se sont entendues sur le modus operandi. Demain, comment on va procéder? D'abord, s'entendre sur le fait que, face aux nombreuses autres priorités de l'État, si nous avons une masse peut-être de 1000 francs CFA, il ne faut pas envoyer les 1000 francs CFA à la revalorisation des salaires. Donc, il faut prévoir une part qui va aider demain à faire des recrutements, mais aussi à équiper l'administration, les services publics, afin que les usagers aient un niveau de prestation assez performant. Ensuite, une autre part qui irait maintenant à la revalorisation des salaires. Et dans ça, vous voyez la démarche du chef de l'État et du gouvernement, c'est quelque chose d'inédit. Là encore, le souci de justice sociale du président de la République fait que on va
arriver à une formule demain. Et ici, il faut saluer également le haut sens de responsabilité des partenaires sociaux qui ont compris cette démarche du chef de l'État, de faire en sorte que, quand viendra le moment d'opérationnaliser cette revalorisation, que tous les travailleurs ne puissent pas être logés à la même enseigne. Question de justice sociale. On donne plus de pouvoir d'achat aux gains petits. Que les gains petits aient une revalorisation plus forte que ceux qui sont déjà à un certain niveau de la hiérarchie sociale. Et ça, c'est un relent de justice sociale à nul autre pareil, présent chez le chef de l'État et qui a été partagé par ses interlocuteurs. On finit très rapidement, M. Wilfried Ilan-Roumbédi, sur le sort de ces enseignants qui sont payés 9 mois sur 12. Le chef de l'État a soumis justement leur traitement à un arbitrage. Je parlais de justice sociale. Et on a pris l'habitude, le gouvernement, de dire aux amis aspirants au métier d'enseignant qui revendiquent d'avoir à être payés 12 mois sur 12 plutôt que 9 ou 10 mois sur 12. Et nous lui avions dit que si les conditions étaient remplies, il n'aurait même pas besoin de battre le macadam ou d'observer une minute d'arrêt de travail pour que le gouvernement d'initiative prenne la mesure. Et vous aurez observé qu'aujourd'hui encore, c'est le chef de l'État qui s'est fait leur porte-parole, leur avocat, pour plaider leur cause et dire si nous avions assez d'argent. Au lieu, encore une fois, que de tout mettre dans la revalorisation, pourquoi ne penserait-on pas à faire en sorte que les aspirants qui ont 9 mois aujourd'hui, ou au mieux 10, puissent avoir 12 sur 12 et que par ailleurs nous puissions recruter davantage de personnel pour combler les déficits, mais aussi donner du travail à notre jeunesse, à nos parents qui ont besoin de travail. Et chacun peut observer comment le besoin d'occupation, le besoin d'un travail décent est présent au sein de nos populations, particulièrement des jeunes diplômés qui n'attendent que ça. Mais observez que tout cela, quand on a évoqué le SMIC tout à l'heure, on voit le niveau. Tout cela et les préoccupations que le chef de l'État a mises sur la table rentrent dans le contexte général de cette dynamique que nous voulons que le privé accompagne l'État dans la création d'emplois et surtout d'emplois décents afin que les jeunes qui ont fait des formations, qui ont été à l'école, qui sont peut-être des artisans, puissent avoir du travail et du travail décent payé comme cela conviendrait. Merci beaucoup d'être passé pour cet éclairage, monsieur le porte-parole du gouvernement. On va suivre de très près ce dossier puisqu'il y aura d'autres rounds de négociations pour arrêter définitivement les répartitions et l'augmentation de salaire. Merci beaucoup d'être passé. On avait évoqué également les retraités impactés par les négociations salariales. Parlant de retraite, évoquons ce mécanisme de coordination des régimes de retraite ou encore facilitation ou harmonisation efficiente des formalités de jouissance immédiate des droits à la retraite. Ça y est, les effets de la réforme commencent. Des carnets de pension ont été remis hier lundi devant la ministre du Travail et de la Fonction publique et une forte délégation du ministère de l'Économie et des Finances concernée. Ils sont les tout premiers bénéficiaires de l'effectivité du mécanisme de coordination des régimes de retraite de la CNSS et du FNRB, le Fonds national des retraites du Bénin. Ces anciens agents de l'État reçoivent ici leur livret de pension. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir soulagé, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Patrice Talon, la peine de nos concitoyens admis à la retraite, qui ne percevaient pas une pension de retraite ou la percevaient partiellement du fait de l'absence de la mise en place du mécanisme de coordination entre ces deux régimes. Le ministère du Travail et de la Fonction publique et celui de l'Économie et des Finances constituent la cheville ouvrière de cette réforme. Le mécanisme de coordination permet de régler beaucoup de difficultés. Nous pouvons citer, entre autres, les problèmes des enseignants du supérieur affiliés à la CNSS qui poursuivent leur carrière dans la fonction publique au-delà de 60 ans. La validation des services privés effectués par les agents de l'État avant leur entrée dans la fonction publique et la validation des services contractuels. Nous vous prions d'être notre porte-parole auprès du président de la République. Vous voudriez lui transmettre nos sincères remerciements,
notre profonde gratitude. Les livrets remis vont permettre aux bénéficiaires de jouir de l'ensemble des périodes de cotisation, tout comme si elles avaient été faites sous un régime unique de retraite. Retour dans ce journal sur les mesures sociales du gouvernement prises pour amortir les chocs exogènes de l'inflation. Droit de suite pédagogique ici avec le jeune leader du bloc républicain, Amos Langanfin Glele. Il a entrepris de sensibiliser les populations à la résilience face à la cherté de la vie. Des propos recueillis par Roland Tchanka, Kanel Kapo. La crise ukrainienne, une crise pas des moindres, agit sur tous les pays. Le monde entier est touché. Et l'État béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, a déjà initié pas mal d'actions d'allègement pour faciliter un peu la tâche aux populations qui souffrent. Plus de 100 milliards investis pour faciliter un peu la tâche aux populations qui souffrent. Et nous ne pouvons que remercier ce gouvernement. Au-delà de ce qui se passe, je pense que cette crise doit pouvoir nous interpeller. Ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde doit pouvoir interpeller les États africains à pouvoir se rendre plus autonomes. Comme le président Patrice Talon l'a si bien compris, le fait d'ailleurs, former des cadres pratiques aptes à créer et à inventer. À la population béninoise, nous leur disons, nous ne pourrons que leur dire patience. Nous leur demandons d'être sereins et que sous peu, cette crise en Ukraine qui agit considérablement sur tous les États dans le monde entier sera du passé. On reste avec ce jeune leader du bloc républicain dans la commune de Zogodomain, Amos Langanfin Glele. On se penche sur son mécénat éducatif. À travers ce geste, 116 bourses de formation pratique offertes aux jeunes de Zogodomain et de Zapota. Les filières visées sont entre autres l'agroalimentaire, la production animale et végétale, l'installation de panneaux solaires et les cosmétiques. Allons à Zogodomain voir les images du geste. Ils étaient plus de 500 jeunes à la phase de sélection. À l'arrivée, 116 ont pu tirer leur épingle du jeu. Des jeunes dans le désœuvrement il y a encore quelques semaines. Avec cette formation, ils viennent de saisir la chance de leur vie. Moi, je suis très attaché à la formation professionnelle. C'est un domaine dans lequel je suis, à travers les centres SAPRO. Et là, je voudrais vous exhorter au sérieux. Je parle des bénéficiaires. La meilleure récompense que vous aurez à offrir aux promoteurs à la fin, c'est que vous puissiez jouir de ce que vous allez apprendre. L'État ne peut pas tout faire et tout le monde ne peut pas être fonctionnaire de l'État. La fonction entrepreneuriale est un domaine ou est une fonction noble que beaucoup d'entre vous ignorez certainement et qui fait vivre plusieurs. Voyez-vous, ce n'est pas une théorie ici. C'est pourquoi des matériels sont là. Vous verrez des panneaux solaires, vous verrez des décodeurs, vous verrez des caméras. On va vous apprendre de façon pratique ce que vous pouvez faire de façon pratique et professionnelle. J'ai vu les profils des inscrits, c'était très intéressant et je me rends compte que beaucoup ont soif vraiment de tel genre de formation. Et je ne peux que m'en réjouir. Au terme des ateliers qui vont durer 2 semaines, tous les participants auront droit à des attestations de fin de formation. Quant aux meilleurs, des kits leur seront offerts pour le démarrage de leurs activités. Une question pour l'avenir. Enfin, le bout du tunnel pour Coteb. Perspective optimiste en tout cas chez les anciens travailleurs face au rachat du complexe textile du Bénin par la Sodeco, entendez, Société pour le développement du coton. Visiblement soulagés, les anciens agents de cette industrie textile espèrent en tout cas sortir d'un long tunnel de gestion hasardeuse. On voit cela dans le sujet de Ronald Robinson. Cette industrie voulait être implantée à Libreville. C'est Hubert Maga qui a ramené Idates au Bénin.
D'après les anciens agents rencontrés, la nationalisation de l'IDATES était censée améliorer la situation de l'industrie béninoise de textile IBTES, mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Si économiquement il manque quelque chose, mais le gouvernement ne tenait pas le silence. Ils investissent et nous reprenons effectivement le travail. Et le salaire ne commence pas à tomber. Si ça c'est fini, on ne commence pas à encore tomber dans des problèmes. Donc, ce qui veut dire que ce qui a été envoyé a été mal géré. Toutes les autorités qui ont passé là ont commis leur fait. Non, on savait qu'on allait fermer la société, ce n'est pas en 2016. Hein. Non, les gens forçaient, mais ils rendaient malades des ouvriers. Des gens ont perdu la vie, des gens ont fait des accidents de travail. Beaucoup ont commencé par voler pour vivre parce que la société ne payait plus. Les difficultés accumulées entraînant des crises sociales graves s'étaient soldées par la cessation de paiement et un arrêt de la production depuis 2001, ce qui plonge des familles entières dans le dénuement. Le bilan que la CNSS fait, c'est que le liquidateur n'a pas payé tout ce que COTEB doit. Aucun retraité n'a été accompagné positivement par rapport à la SONAPRA et consorts. Au détournement et à la gabégie qui ont compromis cette entreprise textile, il convient également de citer la guerre de leadership, le manque de professionnalisme et surtout l'absence de rigueur et d'innovation dans la culture d'entreprise des gestionnaires successifs. Ils caressent tous le rêve d'une meilleure gestion à travers une reprise imminente des activités de COTEB. Ça soulage. D'abord, l'usine ne peut plus rester fermée tout le temps. Il y aura de l'emploi là. De deux, le personnel qui a été licencié vont rentrer en possession de leur dû. Et les fournisseurs aussi. Que l'État s'engage toujours à redresser sans demander des comptes, cela ne risque-t-il pas d'endurcir le cœur des fossoyeurs de l'économie nationale ? Cette légitime inquiétude fait naître chez certains l'espoir d'une éventuelle poursuite devant les tribunaux des présumés auteurs de la faillite de COTEB en vue de rendre justice à l'économie nationale et aux nombreuses victimes de cette situation, notamment les pauvres travailleurs dont certains, hélas, n'ont pas vécu trop longtemps pour jouir de leurs droits et voir le COTEB renaître de ses cendres. Merci Robinson et vivement la résurrection pour cet outil industriel. Formation aux valeurs du leadership pour transformer l'Afrique. On en parle avec le projet au nom évocateur I Transform Africa, initiative de la Fondation Focus qui ambitionne de former 1000 jeunes béninois au leadership à l'échelle continentale. Des jeunes à mettre en branle au plus tard le 31 décembre 2023. C'est un projet qui sera déployé dans plusieurs pays africains. Jeunes prêts à conquérir l'Afrique. Suivez Gilles Dansou et Simon Villon pour en savoir plus. Une rencontre avec la presse en visioconférence animée par le président de la Fondation Focus, Raphaël Tchomnou Ganchop, depuis Abidjan. Le Bénin est ainsi le premier pays pilote de ce projet transformationnel. Un projet qui vise à construire une Afrique plus forte, prospère et durable. La mission de transformation est essentiellement formation. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on l'a fait au mois d'août, pour avoir la possibilité d'avoir les enfants qui sont libres et tout le monde qui est libre, tous les jeunes qui sont libres. Ça veut dire que les coachs, on y va, les jeunes sont inscrits par site, et quand j'entends par site, ça va être des écoles, ça va être des centres de jeunesse, ça va être même des sites de culte, ainsi de suite. Partout où nos équipes qui sont sur le terrain sont en ce moment en train d'identifier des sites de formation, et les coachs donc justement vont pendant les 7 jours continus de formation donc leur diffuser des formations avec des activités pratiques sur les différents outils que nous proposons. Par exemple, au Bénin, on aura un point focal national et au niveau de chaque région, il y a 12 régions, on aura un coordonnateur régional. Et après, maintenant, dans les régions, on a des villes. On a des animateurs de villes et dans les villes, on a les communes. Le gouvernement du Bénin soutient ce projet novateur. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dirigé par le ministre Oswald Omeki, sous le haut patronage du président de la République, M. Talon, supporte aussi ce projet. Donc, on voulait vraiment donner de la répercussion à ce projet-là pour que dans les différentes étapes qui vont suivre, on puisse avoir le soutien des uns et des autres pour être efficace. Donc, l'ambition est de pouvoir toucher au moins 200 000 jeunes sur cette année 2022 et à la longue, sur l'année 2023, 1 million de jeunes touchés au Bénin.
La finalité est de construire une nation hautement performante et axée sur les valeurs qui engendrent des niveaux élevés d'engagement citoyen. Parlons à présent de coopération technique avec la coopération allemande qui appuie le Bénin dans le processus de validation des droits fonciers et la gestion du foncier agropastoral dans le département du Borgou. La GIZ, l'organisme allemand, a initié un atelier pour soumettre à validation une étude menée sur la situation de base de l'agropastoralisme dans le département. On va essayer de comprendre tout ceci avec Nestor Sela. C'est un atelier de partage et de validation de l'étude de référence sur la situation agropastoralisme dans le Borgou. L'étude se focalise sur la valorisation des droits fonciers et plus particulièrement sur la gestion du foncier agropastoral dans le Borgou. Elle n'est donc évidemment pas la première ni la seule sur cette thématique majeure, mais sa forme comme étude d'action a, je pense, le mérite de l'originalité, de l'innovation et du pragmatisme. La coopération allemande à travers le projet politique foncière responsable, donc le ProPFR, vise leur reconnaissance et la valorisation des droits fonciers par l'accompagnement pilote de thématiques telles que l'agropastoralisme. Dans le cadre du procès, il y a une dynamique qui est lancée. Et dans le cadre de la GIZ actuellement, il y a une étude qui est faite, mais qui va nous permettre certainement d'affiner les interventions qui sont déjà en cours. Et pourquoi pas avec le modèle qui va être ici validé, que ce modèle puisse permettre également de faire d'autres tests. Je voudrais d'abord, au nom du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, remercier toute l'équipe, particulièrement GIZ, qui a conduit ces travaux, qui répondent à des besoins nationaux. Ça, c'est de la recherche-développement. Nous devons également, de par nos contributions respectives, améliorer ce qui sera proposé pour que, en sortant d'ici, nous soyons sûrs que les modèles qu'on nous propose sont amendés et validés par tous. La GIZ, à travers cet atelier, entend jouer sa partition aux côtés de l'État béninois qui a su se doter d'un code foncier depuis 2013 et un code pastoral en 2019. On va parler des forêts qui jouent un rôle important dans le système écologique, mais elles subissent depuis plusieurs années des menaces, notamment sur la disparition d'espèces végétales précieuses. L'universitaire Armand Kengbo s'est intéressé à l'impact des changements climatiques dans la région sud-est du Bénin. Et dans sa thèse de doctorat à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université d'Amobé-Calavi, il s'est intéressé au sujet. Ses résultats sont assez édifiants, car la pluviométrie a diminué aussi de 1960 à nos jours. Blaise Adampo, moi c'est cela, envoyez-moi. L'une des causes des changements climatiques qui sont observés. Pendant 6 ans, Armand Kengbo a mené des recherches sur l'impact des changements climatiques sur les espèces végétales des forêts naturelles de Kobé et de Dogo Ketou. Il présente et défend ses résultats devant un jury. Effectivement, notre étude est venue mettre en relief que au niveau du sud-est Bénin, qui était connu fortement arrosé, des pluviométries moyennes qui allaient même au-delà de 1500 mm d'eau jusqu'à 2000 mm d'eau qui étaient enregistrées bien avant 1969. Et aujourd'hui a connu une légère baisse quand même qui peut amener les agriculteurs, qui peut amener également les gestionnaires des ressources naturelles ou des ressources forestières à commencer par quand même prendre en compte cette nouvelle donne pour savoir les espèces à mettre en place ou à promouvoir dans ces zones-là, leurs conditions écologiques. L'impétrant dans sa démarche a convaincu le jury après présentation et surtout la séance de questions-réponses. Vous estimez que vous êtes digne d'avoir le grade de docteur, je crois, en sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi avec et la mention très honorable avec félicitations. Il a observé donc, une rupture de la répartition des pluies donc, depuis la fin des années 60. La thèse défendue par Armand Kengbo est présentée dans un document de 334 pages.
Le nouveau docteur y propose notamment des solutions pour la régénération des espèces végétales en voie de disparition à cause des changements climatiques. Effet des changements climatiques, on en parle encore à travers une question cruciale. Comment réduire la pression des phénomènes climatiques au niveau du bassin de la Volta? Des réflexions sont en cours ici au Bénin. 3 jours d'analyse des risques et des solutions contre les inondations et la sécheresse, suivis d'ailleurs par William Tchoki et Benjamin Denayon. 9e plus grand bassin fluvial de l'Afrique subsaharienne. Il couvre une superficie d'environ 400 000 km² pour 1850 km de longueur. Les ressources du bassin de la Volta sont partagées entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Des ressources sujettes à une forte pression climatique. Les phénomènes de changement climatique avec les corollaires d'inondations et de sécheresse qui emportent maisons, écoles, centres de santé, routes et ponts sur leurs chemins. Le bassin de la Volta est un espace d'intégration économique et de réduction de la pauvreté, d'où l'importance de cette séance de réflexion des parties prenantes sur le profil des risques d'inondation et de sécheresse. Une rencontre présentielle, mais aussi virtuelle avec l'Organisation mondiale de la météorologie. On a l'objectif aussi de rédiger des recommandations qui puissent être basées sur le résultat de ces profils de risque pour améliorer la gestion des risques dans les bassins de la Volta, dans un contexte de coopération transfrontalière entre les pays riverains du bassin. Ces catastrophes naturelles, notamment les épisodes d'inondation et de sécheresse combinés à d'autres défis majeurs tels que la dégradation environnementale significative du bassin exacerbée par les effets de la variabilité du changement climatique, constituent les véritables problématiques qui se manifestent et menacent dangereusement les ressources en eau. Cette rencontre de Cotonou donne l'occasion de disséminer au mieux les risques, connaître leur ampleur et prendre des décisions d'opérationnalisation y afférentes dans les 6 pays membres du bassin de la Volta. Paludisme, on en parle à présent. La bataille contre le paludisme passe par la prévention, notamment l'usage de la moustiquaire imprégnée. Mais quelles sont dans la réalité les habitudes des populations? Fadina Tour, Oru Seko et Benjamin Denayon ont mené une petite enquête. Elle révèle une utilisation contrastée, assortie d'excuses, sinon de prétextes pas toujours tenables par ceux qui boudent l'usage de la moustiquaire. Suivons plutôt. La moustiquaire imprégnée permet d'être à l'abri du paludisme. Non seulement une moustiquaire imprégnée protège des piqûres de moustiques et tue les moustiques agressifs. Si on dort sous moustiquaire, on se sent à l'aise. D'habitude, depuis mon enfance, si je ne dors pas sous moustiquaire ou bien je dors, j'entends des moustiques voler dans mes oreilles, je commence par pleurer, donc je ne suis pas à l'aise. Soit si je ne dors pas sous moustiquaire imprégnée, je dors sous ventilo. Je me sens à l'aise puisque je suis habitué depuis l'enfance. Ce n'est pas une bonne chose de ne pas dormir sous les moustiquaires. Contrairement au ménage précédent, l'usage de la moustiquaire imprégnée n'est pas une priorité pour tout le monde. Les prétextes varient d'un individu à l'autre. Longtemps, les gens passaient par ici pour enregistrer des noms, pour pouvoir distribuer des moustiquaires. Et quelques jours après, j'ai appris qu'ils sont en train de distribuer les moustiquaires. Je suis allé à l'hôpital, là où on fait réclamation. Là, ils m'ont dit que mon nom ne figure pas. 2 fois de suite, ils ont fait ça. Raison pour laquelle moi je ne dors plus sous moustiquaire. Et pourtant, tous en sont conscients. L'usage de la moustiquaire est salutaire. Ils courent de grands risques. Ils sont exposés aux maladies. Et après, ils vont commencer par critiquer les tantes qui sont au village, les oncles qui sont au village, alors que le paludisme est une maladie mortelle qui tue vraiment, surtout les enfants de 0 à 5 ans. J'ai tout fait pour en avoir pour les enfants, parce que je sais que ceux qui n'ont pas encore 10 ans s'exposent carrément aux intempéries du paludisme.
ce sont des moustiques femelles qui sont à l'origine du paludisme. Et quand on ne dort pas sous moustiquaire, les moustiques ont d'assez facile à nous atteindre et à nous contaminer. En général, la moustiquaire imprégnée est un moyen de lutte contre le paludisme, mais plusieurs efforts restent à fournir. Cause féminine à présent. La présidente de l'Institut national de la femme a été reçue dans ce cadre par le président de la Cour constitutionnelle. Au menu du tête-à-tête, la mission de l'INF. Après les échanges, Claudine Afiavi-Prudencio repart plutôt satisfaite des précieux conseils du professeur Joseph Diogbenou pour réussir sa mission. On écoute la présidente à sa sortie d'audience. Je suis sortie ragaillardie de cette audience pour dire que le président de la Cour constitutionnelle étant un activiste des droits de la femme, on ne peut pas réussir notre mission sans le consulter. Il nous a prodigué énormément de conseils et c'est une chance pour les femmes du Bénin d'avoir comme président de la Cour constitutionnelle un activiste inconditionnel des droits de la femme. Le président de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle même sont deux partenaires très importants. Comme vous le savez, l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme au plan économique, juridique, culturel et social. Donc notre travail, nous devons le faire dans le secteur privé, dans le secteur public. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a assez de cas de violence dans notre pays et l'Institut national de la femme est rigoureux aujourd'hui sur la répression. Je lance un appel à partir d'ici pour dire à ceux qui violentent les femmes et les filles en République du Bénin de faire attention car l'Institut national de la femme sera plus que la criette dans notre pays. À bon entendeur, Claudine Prudencio veille. Bilan du séjour du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones au Bénin. La coopération avec les communes béninoises est au cœur des différentes discussions qu'il a eues avec les parties béninoises. Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, nous fait ici un point. Il s'est confié à Nicanor Kovi et Ramatou Lawani. L'AIMF a été pour beaucoup pour les communes béninoises. Beaucoup, on a fait le point des financements obtenus. Je crois qu'aujourd'hui, nous dépassons pratiquement le milliard pour ce qu'on a obtenu comme financement, je dirais, les 2 dernières années pour les communes béninoises. Donc je crois que c'est important. Et avec ce que nous avons fait au cours de cette visite, je pense que pour les mois à venir, nous avons des promesses qui feront en sorte que les objectifs des communes, en dépit de l'effort colossal fait par le gouvernement et par les élus à la base, que de telles structures nous accompagnent afin que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres. Je voudrais aussi me réjouir des avancées que nous avons pu avoir. Vous savez, il y a 10 villes béninoises qui sont membres de l'AIMF. Dans la règle, on ne dépasse pas 10. Mais aujourd'hui, nous travaillons à ce que certaines associations deviennent aussi membres. Nous avons acté et validé l'adhésion de l'APIDA à la réunion que nous avons eue dernièrement au Rwanda, à Kigali. Et aujourd'hui, nous voulons valider l'adhésion de la DECOM et du REFEC. Je crois que si tout va bien, ça devrait se faire à la prochaine Assemblée générale que nous aurons. Puisque l'adhésion des villes ne peut pas dépasser les 10 villes, il y a le statut de ville associée et ce statut a été accordé au maire de Kétou, au maire de Tofo et au maire de Kandi pour encourager les femmes qui ont fait l'effort de se retrouver à ce niveau. Je voudrais dire un sincère merci au secrétaire permanent. Nous nous réjouissons qu'à la fin de cette visite, nous puissions dire de manière concrète que nos relations sont au beau-fils. Merci d'avoir suivi ce journal. C'en est la fin. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.